Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la toute première émission de Tribune locale. Notre invité cette semaine, M. Alexandre Iraca, député de Papineau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre toute nouvelle émission Tribune locale. Comme je vous le mentionnais dans l'intro, Tribune locale, on va rencontrer des gens d'un peu toutes les sphères qui sont ici dans la région. Et notre premier invité de 2016, M. Alexandre Iraca, député de Papineau. Bonsoir, M. Iraca. Bonsoir, M. Perrault. Dans un premier temps, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans le magnifique comté de Papineau. Je sais que vous êtes nouvellement en poste et je vous souhaite bon succès dans votre nouvelle émission Tribune locale et je suis très honoré d'être le premier invité à cette émission-là. Bien, merci beaucoup et je suis très content moi aussi que vous soyez avec nous. De la façon dont je veux procéder avec vous aujourd'hui, faire ça un petit peu différemment, j'aimerais ça, dans le fond, je vais jouer le rôle du citoyen. Parce qu'un citoyen, ça n'a pas toujours l'occasion de rencontrer son député comme il voudrait. Et là, vous êtes avec moi pour passer l'entrevue. Donc, je vais essayer de me mettre dans la peau du citoyen et puis de discuter avec vous des différents dossiers qui se passent ici là, dans notre région. Excellent, allez-y. Premièrement, j'ai remarqué, parce que ça fait déjà une semaine que je suis en poste, que vous êtes beaucoup sur le terrain. On vous a vu la semaine passée à plein d'endroits en nous annonçant des bonnes nouvelles. Donc, pour vous, c'est important d'être beaucoup sur le terrain? Bien, c'est ma marque de commerce. Moi, je suis un gars de terrain. Alors, je suis en politique depuis plusieurs années. J'ai commencé à la commission scolaire au cœur de la vallée il y a plusieurs années. Donc, j'ai toujours été impliqué, souvent au début dans les écoles, mais après ça, ça a débordé. Alors, j'aime ça, moi, rencontrer les gens. J'aime ça, le matin, aller déjeuner dans les restaurants locaux du coin et parler au monde. Mais quand je vais faire les annonces, je ne les ferai pas là, dans mon bureau. Je vais les faire sur le terrain, dans les entreprises, dans les écoles, dans les divers organismes. Alors, je suis un gars qui aime être sur le terrain, donc on va se croiser souvent sur le terrain. J'ai souvent remarqué les gens, quand ils veulent rencontrer le député, ou comment je dirais ça, est-ce que c'est facile de rencontrer le député? Est-ce que vous recevez genre beaucoup de courriels de la part du public, des gens qui vous réagissent sur différents dossiers? C'est une très bonne question. Moi, j'ai deux bureaux. J'en ai un à Buckingham, j'en ai un à Saint-André-à-Velin. Alors, j'ai un grand territoire et je dois effectivement me fixer des journées de rendez-vous parce que je suis habituellement à Québec du mardi au jeudi, des fois du lundi au vendredi en période intensive, où je suis en commission parlementaire à Québec. Donc, il faut absolument que je prévoie mes rendez-vous à l'avance, sinon ce serait impossible. Alors, effectivement, les gens, pour toutes sortes on rencontre toutes sortes de gens au bureau pour toutes sortes de dossiers, que ce soit des gens qui vivent des difficultés avec l'aide sociale ou des présidents de compagnie qui veulent s'implanter dans le comté. On leur fixe un rendez-vous et on leur donne à peu près 20 à 30 minutes et j'y vais là, un à la suite de l'autre. Je commence très tôt le matin et j'y vais toute la journée et on s'organise par la suite. C'est pour ça que j'ai des attachés politiques pour faire les suivis dans les dossiers. Mais c'est fixé. J'essaie d'en faire régulièrement à Buckingham et à Saint-André-à-Velin les lundis ou les vendredis parce que le reste des journées, je suis à Québec ou lorsqu'il y a les sessions parlementaires à Québec cessent. Est-ce que les gens d'ici, dans le secteur, ont le réflexe de vous écrire quand ils sont soit contents d'un dossier ou pas contents d'un dossier? Et est-ce qu'ils peuvent s'attendre à une réponse? Oui, il y a toujours une réponse. Et oui, non, je reçois des messages, que ce soit par Facebook, par courriel, où les gens appellent au bureau. Ici à Buckingham, tout le monde connaît le bureau. Là, Norm était là pendant 23 ans. C'est la même maison ancestrale. J'ai gardé le même endroit comme bureau. Les gens sont habitués, appellent, arrêtent, et soit qu'on fixe des rendez-vous, soit que l'attaché politique peut régler le dossier rapidement. Je vous dirais qu'on règle beaucoup de dossiers. Il y en a malheureusement, on travaille très fort, mais qu'on n'aboutit pas, on ne peut pas régler. Mais on essaie de régler le plus de dossiers possible. Mais le bureau est accessible, les gens connaissent le numéro, là, 986-9300, donc appel au bureau régulièrement pour avoir des réponses sur toutes sortes de choses. Alors, on les réfère au bon endroit. Et est-ce que c'est efficace de communiquer avec son député? Disons que vous recevez, je ne sais pas moi, 100 courriels sur un dossier en particulier. Est-ce que ça peut aider la cause de l'opinion de ces gens-là d'envoyer leur demande à un député? Toujours, toujours, et vice-versa aussi. Je vais vous donner un exemple, mourir dans la dignité. Oui.
C'est un vote extrêmement important, c'est un vote difficile. Moi, j'ai appelé pratiquement, pas tout, là, parce que je n'ai pas eu le temps, mais plusieurs médecins du comté pour avoir leur opinion là-dessus, parce que c'est eux, en bout de piste, qui vont injecter le médicament qui va mettre fin à la vie à une personne là, de manière très, très encadrée. Mais je voulais avoir absolument le pouls de ces gens-là avant de voter. Et avant certains votes, moi, j'appelle des gens, j'appelle des citoyens ou des organismes qui sont impliqués par rapport à un projet de loi en particulier. Alors, oui, je reçois les gens, mais oui, moi, je fais appel à des gens ou j'appelle des organismes pour avoir leur point de vue. Alors, je dirais que c'est assez simple là, de communiquer avec le député, mais à cause des contraintes logistiques, bien, il y a des journées de rendez-vous de spécifiques. Là. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, vous êtes avec le Parti libéral du Québec, qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas d'accord avec une décision qui a été prise, qui est acceptée par, dans le fond, tout le Parti libéral, mais qu'il y a quelques députés qui ne sont pas d'accord, vous êtes obligé de suivre une ligne de parti. Comment ça fonctionne? Parce que ça doit arriver que des fois, vous-même ne soyez pas d'accord avec quelque chose. Absolument. Vous posez de très bonnes questions. Au caucus, le caucus libéral, c'est là habituellement où pas habituellement, il y a des caucus à tous les jours en session et on intervient parfois et souvent on chicane et on s'interpelle sur différents sujets, différents projets de loi où on est d'accord et moins d'accord. Alors que tous les 71 députés du Parti libéral soient en accord complet à l'unisson sur un sujet donné, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Ouais. Alors, oui, est-ce que j'ai vécu des frustrations en caucus? Oui. Est-ce que j'ai été déçu? Oui. Est-ce que j'ai gagné certains points? Oui aussi, mais j'en ai perdu également. Donc, le fait de dire, moi, je trouve ça important, telle chose par rapport à un projet de loi, un autre député, par exemple, à Montréal, à Westmount, peut trouver ça pas important. Alors, c'est pour ça qu'on a des caucus pour échanger, puis on essaie de prendre la meilleure décision dans l'ensemble possible et on travaille avec ça. Sinon, ce serait l'anarchie, il n'y aurait pas de cohésion. Alors, c'est ça, quand on est dans un parti, souvent, il faut faire des concessions pour pouvoir arriver à quelque chose, ne serait-ce qu'une partie de ce qu'on veut défendre. Ça doit être un peu délicat, par contre, au moment, par exemple, où vous devez défendre la position du parti et que cette position-là n'était pas nécessairement la vôtre au départ. Absolument. Ce n'est pas des choses faciles. Vous avez entièrement raison. Il y a des sujets plus délicats. On le voit dernièrement avec les armes à feu pour les chasseurs. C'est une proposition qui avait été adoptée par tous les partis de manière unanime, mais on voit que certains députés, dans les comtés ruraux, dont le mien, où ce n'est pas des choix qui sont des décisions qui sont faciles à prendre. Moi, je suis un ancien chasseur, là, je chasse moins parce que j'ai moins de temps, mais beaucoup de chasseurs se sentent interpellés par ça. Ils se sentent un peu, pas criminels, là, mais ils se sentent un peu mis à l'écart, alors qu'eux pratiquent un sport tout à fait louable, là, qui est la chasse. Alors, oui, c'est pas facile et ça peut causer des frictions. Mais il faut être capable de passer par-dessus en disant, mais regardez, j'ai défendu le point le plus que je pouvais aller, j'ai obtenu tel gain. Malheureusement, je n'ai pas tout obtenu. Sinon, les 125 députés à l'Assemblée nationale seraient tous indépendants. Et justement, ce registre des armes à feu-là, vous n'avez pas peur que ça fasse un peu comme au fédéral, puis que le prix de la facture grimpe énormément, puis que ça soit hors de contrôle? Oui, j'ai eu beaucoup de craintes. Effectivement, ma première question, c'était exactement celle-là parce que ça avait dépassé de manière extraordinaire le coût initial. Alors, j'ai obtenu certaines garanties, dont la suivante, c'est que les chasseurs qui vont se procurer une arme n'auront pas à payer pour l'immatriculation. Alors, puis deux, ça va se faire extrêmement de manière simple par Internet. On dit qu'on a acheté une arme, c'est tout. Et le tout va suivre son cours normal. Et l'objectif de ce registre-là, c'est de faire que ce soit le plus simple possible à le moins de coûts possible. Il y aura une commission parlementaire et il y aura des questions et des bonifications qui vont avoir lieu, mais deux préoccupations. On ne veut pas que les chasseurs soient stigmatisés. Au contraire, on veut qu'ils pratiquent leur sport. On veut que les gens viennent chasser au Québec. C'est bon pour l'économie et on veut que ça coûte le moins cher possible. Et si ça arrivait, par exemple, qu'à un moment donné, vous vous rendez compte au gouvernement que ça risque de faire un peu comme au fédéral et
et de déborder au niveau des coûts. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, bien, moi, je suis garanti que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ce qui s'est passé au fédéral et il y a tellement de députés dans le caucus libéral, autant au Parti québécois qu'à la CAQ, parce qu'eux aussi vont participer en commission parlementaire, vont s'assurer que ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ça, on va travailler très fort là-dessus. Autre sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le tour de divers dossiers dont vous avez participé au mois de janvier. Donc, d'abord, il y a l'usine d'eau potable. La semaine dernière, à l'usine d'eau potable de Buckingham, la fin des travaux de modernisation. Un montant quand même de 30 millions de dollars qui a été investi là-dedans. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la collaboration de Québec là-dedans. Oui, alors c'est un beau dossier, un gros dossier. Le gouvernement du Québec a injecté 9 millions de dollars dans cette usine-là qui devait être modernisée. On se souvient toute la tragédie de Walkertown en Ontario. On ne veut pas revivre ça. Les gens prennent pour acquis en ouvrant le robinet que ça va être correct, mais il faut s'assurer qu'on met de l'argent dans les infrastructures pour l'assainissement des eaux. Ça, c'est un beau projet. Ça dessert 25 000 personnes, 9 700 résidences ici dans le secteur Buckingham-Masson-Angers. Alors, on est correct pour encore plusieurs années, mais on en avait besoin de ça. Puis on s'assure aussi que s'il y a des nouvelles constructions, l'eau va pouvoir se rendre adéquatement et de l'eau de qualité. Puis ça va être pour un bon moment, je pense, hein, que ces travaux-là vont être... C'est donc notre usine ici à Buckingham est à jour pour plusieurs années. Oui, effectivement. Je pense qu'il parlait d'au-delà de 30 ans. Là. Donc, on peut boire l'eau en toute sécurité. Un autre sujet. Ça m'a frappé quand j'ai vu ça un petit peu dans l'information passée. Il y a au niveau des animaux une nouvelle dans le Code civil du Québec qui est modifiée afin que les animaux ne soient plus des biens meubles. Et ça, je n'étais pas au courant de ça. Et je trouve ça très intéressant. Pouvez-vous nous l'expliquer? J'en suis très fier de cette loi-là. C'est mon collègue Pierre Paradis qui l'a déposée. On l'a adoptée. Ça a été adopté, c'est normal, vous ne saviez pas, là, mais ça a été adopté en décembre. Alors, j'ai reçu plusieurs appels au bureau de félicitations. J'ai appelé mon collègue pour le féliciter, Pierre Paradis. Les animaux étaient considérés comme des biens, une chaise, une table, une télévision. Maintenant, ils sont considérés comme des êtres doués de sensibilité qui ont besoin de soins biologiques. Alors, ce que ça vient dire, et les animaux les plus maltraités au Canada, c'est plate à dire, là, mais c'était au Québec. Alors, on devait adopter une loi pour ça, on l'a fait. Puis on a tous vu les images à la télévision de poulaillers ou des gens qui font l'élevage, la minorité, parce que la majorité sont bien corrects, mais qui maltraitaient les animaux. Alors, on veut s'assurer qu'il y a des inspecteurs qui vont aller sur les lieux, inspecter le traitement des animaux, des animaux que l'on mange et des animaux aussi qu'on a domestiques à la maison. Alors, ça couvre plusieurs aspects, mais il faut s'assurer que les gens qui sont en possession d'animal, qui ont un animal, qu'ils reçoivent de la nourriture convenablement, qu'ils sont bien traités. Et il y a même une ligne qui a été instaurée, puis je peux le dire ici, là, un 844 animaux. Alors, à tous les gens, si vous êtes témoin d'une cruauté animale, 844 animaux, il y aura un inspecteur qui va se déplacer. On ne peut pas tolérer ça en 2016, là, que les gens maltraitent des animaux, que ce soit pour l'élevage ou que ce soit comme animal domestique. Tout à fait d'accord avec vous. On va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Ça fait plaisir. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. La première fois que je l'ai fait, j'étais vraiment nerveuse. J'ai même demandé à ma cousine de me rassurer. Comme elle l'avait déjà fait avant, elle savait comment ça se passerait. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait mon premier don de sang. Depuis mon premier don de sang, je ressens le besoin de poser ce geste le plus souvent possible. Et j'ai découvert que se sentir utile et sauver des vies, ça aussi, ça procure des sensations fortes. Rebienvenue à Tribune locale, toujours avec notre invité, M. Alexandre Iraca, député de Papineau. M. Iraca, un autre sujet, l'école de conduite Claude. Ça a fait beaucoup jaser, surtout la semaine dernière.
C'est cette école de conduite sur l'avenue Buckingham et des gens se plaignaient qu'il n'y avait pas eu de nouvelles de l'école et avaient dépensé des sous pour justement apprendre à conduire et tout ça. Et finalement, il semble que ça soit réglé un peu et vous êtes intervenu dans ce dossier-là. On n'a pas eu le choix. On a eu plusieurs appels de parents qui ont appelé au bureau en se demandant ce qui se passait. Mon propre garçon a été inscrit à l'école de conduite et on n'avait pas de nouvelles. On s'est buté une porte close, comme plusieurs parents. Là. On est arrivé là à l'heure convenue, puis la porte est fermée. On a essayé d'appeler à plusieurs reprises sans succès. Alors, on a travaillé le dossier et on a dû répondre aux citoyens qui nous appelaient au bureau pour se plaindre. Et on a appelé à l'AQTR, l'Association québécoise du transport, qui a pris le dossier en main, semblerait-il. Puis, je ne veux pas nécessairement, je sais que le propriétaire a essayé de vendre la compagnie, c'est ça qu'on a eu comme information. Et que ça n'aurait pas fonctionné à date, alors peut-être que ça va fonctionner dans les prochains jours, mais nous, on n'avait pas eu de nouvelles. Plusieurs parents étaient sans réponse. Alors, la QTR a envoyé une lettre au propriétaire en lui laissant 48 heures pour savoir s'il continuait ou non ses activités. S'il ne continue pas, à ce moment-là, la QTR, qui s'occupe de gérer les écoles de conduite, on ne s'invente pas école de conduite, il faut être accrédité, va lui retirer son accréditation et va prendre en charge les dossiers qui est inscrit, va communiquer avec tous les parents pour les informer qu'ils vont recevoir une attestation des cours qu'ils ont déjà suivis et le remboursement également. On a eu des informations à l'effet que les parents ne seraient pas obligés de payer à nouveau parce que plusieurs avaient payé à l'avance. Donc, pour poursuivre leur école de conduite, soit ailleurs ou avec une école qui achèterait l'école de conduite là. Pour l'instant, on en a rendu là. Alors, vous avez confiance que, dans le fond, personne n'aura perdu d'argent? J'ai confiance. Ce que je trouve oui, j'ai confiance parce que la QTR est là pour protéger justement les parents qui s'inscrivent à des écoles de conduite. Ce qui est dommage, c'est que le propriétaire n'ait pas pris la peine d'appeler les parents pour leur dire, écoutez, je connais des difficultés. Une compagnie qui connaît des difficultés, ça peut arriver. Je connais des difficultés. Je suis désolé, je vais être obligé de fermer quelques jours, une période indéterminée, mais on vous recontacte prochainement pour vous dire ce qu'il y en est. La majorité des parents étaient dans le néant total. Alors, c'est ce que je déplore. Je veux parler d'un sujet assez délicat, la santé. Oui. On a l'impression que les problèmes en santé finiront jamais. Exemple, la mammographie. On voyait ça la semaine dernière, que c'est censé, une mammographie, se prendre dans un délai de 30 jours et qu'il y en a qui attendent de 9 à 12 mois. Il y a les attentes dans les urgences. J'ai déjà même connu quelqu'un récemment qui a attendu 30 heures. C'était peut-être pas une urgence, ouais, mais 30 heures quand même. On peut-tu s'attendre à un moment donné? Comment on peut régler ça? Parce que ça fait tellement d'années qu'on en parle. Ça doit être un dossier pour le gouvernement à s'arracher les cheveux de sa tête. Vous avez raison de le mentionner. La santé au Québec, c'est un problème là, qui date là, de plusieurs années et c'est récurrent chaque année. Les problèmes d'attente à l'urgence, l'accès à un médecin de famille. Alors, on avait deux choix. C'est de dire, on va essayer encore d'injecter plus d'argent, mais c'est 50% du budget du Québec qui passe en santé. À un moment donné, c'est pas juste l'argent qui compte. Ou on prend le taureau par les cornes puis on y va avec quelque chose de plus solide. Alors, d'où le projet de loi 20, qui a été vraiment beaucoup discuté dans l'année 2015. Il y a eu plusieurs négociations intenses avec les médecins, les pharmaciens, les infirmières. Et on va voir les résultats. Et ça a été compliqué et difficile. Je vais vous dire pourquoi. Mais il y a le contexte où il y a les médecins qui sont dans une fédération, les infirmières sont avec une telle fédération aussi. Fait qu'à un moment donné, ça doit être difficile à gérer, à piloter comme dossier, étant donné que tout le monde est protégé par leur fédération. C'est pour ça que ça prenait quelqu'un qui connaît le dossier de A à Z. Et mon collègue Gaétan, on va s'entendre, qui connaît le dossier. Et lui a pondu un projet de loi qui fait en sorte que les médecins, il s'est entendu finalement avec les médecins, ça n'a pas toujours été facile. Il va faire en sorte que les médecins vont travailler de manière différente, dans des zones ciblées, jour, soir, fin de semaine. Le plus bel exemple,
c'est la clinique ici à Buckingham. Je vais vous dire, si toutes les cliniques seraient comme ça au Québec, là, ça fonctionnerait bien. Cette clinique-là à Buckingham, en haut du Uniprix, est ouverte maintenant, 7 jours par semaine, le soir, et ils acceptent des nouveaux patients. Il y a même l'urgence de Buckingham qui transfère des gens qui se présentent à l'urgence ou c'est des cas plus mineurs et ils leur disent d'aller à la clinique et ils vont les prendre. Alors, c'est récent, c'est nouveau. La coop santé Basse-Lièvre. La coop santé Basse-Lièvre. C'est récent, c'est nouveau le système, mais ça va porter fruit. Les cas où les patients n'ont pas de médecin de famille, les dossiers ont considérablement augmenté depuis l'adoption du projet de loi 20. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait un médecin de famille. On veut que les gens, pour des cas plus mineurs, se présentent à la clinique à leur médecin de famille pour désengorger les urgences. Deuxième chose, les infirmières, ça vient d'être annoncé. Les super infirmières qu'on appelle, on leur accorde plus de pouvoir. De pouvoir prescrire, entre autres, certains médicaments, des antibiotiques. Je n'ai pas tous les détails avec moi, mais ce qui va faire en sorte que ça va alléger la tâche du médecin. Pas facile s'entendre avec le Collège des médecins. Alors ça, c'est un gros morceau qui a fait en sorte que les infirmières, les super infirmières, vont pouvoir faire des choses qui vont désengorger la tâche du médecin. Alors ça, c'est une grosse affaire. L'autre affaire, parce qu'il fallait attaquer de tous les fronts. Parce qu'il y a bien des affaires. Il fallait attaquer de tous les fronts. Les pharmaciens. Oui. Vont pouvoir maintenant, puis ça a été une longue négociation, mais renouveler des prescriptions sans que la personne soit obligée de retourner chez le médecin pour un renouvellement de prescription d'un médicament que la personne prend depuis 10 ans. Donc, il y avait des aberrations comme ça qui dataient depuis plusieurs années, mais vous avez raison, les fédérations, ça peut être difficile d'entrer, de communiquer, tout ça, mais là, je pense qu'il y a eu une belle ouverture, autant de la fédération, des infirmières, des médecins, des pharmaciens que du gouvernement. C'est un dossier que je vais vous dire, Gaétan a attaqué de front. Ça n'a pas été facile, mais ça a été son année en 2015. On va voir les résultats en 2016-2017. Je vous le garantis. Vous allez dire, je vous le jure. Vous allez dire. Est-ce que tout va être réglé? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va toujours avoir des cas bizarres qui se passent dans les milieux? Ça va arriver, mais il va en avoir beaucoup moins. Parlez aux intervenants, vous allez voir. Je vous ai vu la semaine dernière à Tursault, à l'usine Fortress, pour annoncer une bonne nouvelle. Oui, absolument. Et les gens de Tursault vont être contents. Un investissement de 250 000 qui va faire en sorte que l'usine de Tursault va émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre, alors va être moins polluante. On sait que Tursault, c'est une ville industrielle, mais on est capable d'avoir une ville industrielle économiquement viable et environnementalement souhaitable pour la population. Alors, c'est un bel investissement, c'est une belle réussite. Il va y avoir des suites à ça, mais c'est une première étape pour diminuer le plus possible les gaz à effet de serre. J'ai rencontré la semaine dernière des gens de Logement Occupe qui faisaient une manifestation à Gatineau. On dit ici, par exemple, qu'une large partie des ménages locataires rencontrent des difficultés majeures à assumer le coût de leur logement et qu'il y aurait des coupures là-dedans. Donc, c'est 30 des gens là, qui ont de la misère avec leurs revenus pour pouvoir payer les loyers. Est-ce qu'il y a des choses qui se font de ce côté-là? Oui, il faut absolument, et l'organisme a raison de se préoccuper de ça, investir dans les logements à prix modique. Oui. En décembre 2014, j'ai fait une annonce avec François Roy dans le secteur Templeton. Pour le gouvernement investit 2,1 millions. J'ai fait l'annonce avec François Roy qui était à mes côtés, pour des logements à prix modique dans le secteur Templeton. Donc, c'est une première étape. Il faut continuer à investir là-dedans. Je sais que le fédéral a des idées d'investir dans les infrastructures. Est-ce qu'il y aura une partie qui sera octroyée pour les logements à prix modique? Alors, c'est ce que je vais m'assurer avec le député fédéral du coin. On se parle constamment. Donc, il y aura quelque chose à explorer au niveau des infrastructures avec le fédéral. Pour notre secteur ici, Buckingham, Masson-Angers, on en est comment du côté des logements? Bien, il y a eu un success story qu'on appelle avec la résidence du Bel-Ange, là, ici à Buckingham, là, pour les logements à prix modique. Donc, ça, je sais qu'il y a une liste d'attente et que c'est occupé à pleine capacité. Il y a eu pour les gens plus aisés, pour les aînés, mais plus aisés financièrement, une construction sur l'ancien terrain de la laiterie Château, où les gens, au lieu de s'exiler dans l'ouest vers Gatineau
pour leur retraite, parce que souvent les gens vendent leur résidence, s'en vont en condo plus petit, bien, ils vont pouvoir le faire ici à Buckingham. Et pour terminer un petit peu l'émission, vous avez fait plusieurs contributions dernièrement, exemple le Festival de la patate, le Festival Port épique. Vous avez fait aussi une contribution à la TVC. C'est ça que je voulais vous demander, la télévision communautaire d'une région. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Écoutez, moi, je participe à la télévision communautaire depuis plusieurs années. J'étais président de commission scolaire. Ça fait plus de 12 ans que je viens ici donner des entrevues. Les gens s'informent. Je vous dirais que le journal local, la télévision locale est beaucoup écoutée. Les gens veulent avoir des nouvelles de ce qui se passe chez eux. C'est correct d'avoir des nouvelles internationales ou nationales, mais les nouvelles locales, c'est notre monde, c'est important. Puis aussi, ça fait sortir souvent les gens de l'isolement social parce qu'ils se tiennent au courant de ce qui se passe et ça peut amener des gens à s'impliquer dans différents organismes. Je sais que vous recevez ici à la télévision plusieurs organismes pour les interroger sur différentes choses, donc ce n'est que du positif. Vous avez participé à un anniversaire très spécial, les 100 ans de Mme Cecilia Beeler. Oui. Comment vous avez aimé votre rencontre avec elle? Bien, j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec elle. Ça donne que cette centenaire-là est parentée avec moi parce que c'est la grand-mère de ma conjointe. Vous allez vivre longtemps, ça veut dire? Bien, je l'espère. Je ne suis pas parenté de sang, mais bon, Cecilia est une femme extraordinaire dans le sens qui est quand même en bonne possession de tous ses moyens. Elle se souvient de tout ce qui se passe, de sa famille. Donc, j'aimerais ça vivre aussi vieux qu'elle. Et pour terminer, rapidement, nous raconter un petit peu quel dossier vous surveillez en ce moment au cours des prochaines semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez nous raconter? Il y a beaucoup de dossiers. Il y a les parcs industriels à l'Ange Gardien qui se développent énormément, tellement que j'ai de la difficulté à aller rencontrer les nouvelles entreprises qui s'érigent dans le parc industriel à l'Ange Gardien. Pourquoi? Parce qu'ils payent la moitié moins de taxes qu'à Hull, parce que c'est simple y accéder. Il y a le parc industriel à Thurso. J'ai reçu plusieurs appels au bureau d'investisseurs intéressés à partir des entreprises dans le comté de Papineau. Je ne peux pas en parler pour l'instant parce que c'est encore confidentiel, mais je souhaite ardemment vous revenir en 2016 avec d'excellentes nouvelles d'investisseurs financiers pour les parcs industriels Thurso et l'Ange Gardien. Monsieur Alexandre Iraca, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Je vous remercie beaucoup. On va se revoir bientôt. Absolument, ça va me faire plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Alors, je conclue en disant que si vous avez des commentaires ou suggestions sur notre émission, si vous voulez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse nouvelle avec un S, @tvc.qc.ca. Et ça va être notre nouveau rendez-vous toutes les semaines ici à la TVC pour l'émission Tribune locale. Alors ici, Martin Perrault, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.